remercier les organisateurs de ce colloque XNS-UPS de nous avoir invités. L'intitulé donc de notre intervention est, comme l'a dit M. Pincé, Einstein, Poincaré, la théorie de la relativité, aspect historique et rapport à l'enseignement. Et en fait, le moins connu dans cette trilogie, Einstein, Poincaré et théorie de la relativité, c'est Poincaré. Donc, pour pouvoir discuter de ces différents aspects, on va faire porter essentiellement l'exposé oral sur Poincaré. Sur l'analyse, plus précisément, de l'article que Poincaré a soumis le 23 juillet 1905 au Cercle de mathématiques de Palerme, et dont il avait fait un résumé à l'Académie des sciences le 5 juin 1905. Alors, dans ce qui suit, donc comme je l'ai dit, nous allons nous focaliser sur cet article-là, c'est-à-dire nous allons oublier momentanément, sauf mention explicite, nous allons oublier tout ce qu'a pu écrire Poincaré avant ou après, et nous nous intéressons uniquement au seul article scientifique que Poincaré a écrit sur le sujet. C'est un article qui est relativement méconnu. Il y a une traduction qui existe donc par Jacques Gabet, une publication, et une reproduction, pardon. Et nous allons regarder en détail un petit peu comment fonctionne le raisonnement de Poincaré dans cet article-là. Alors, c'est un article qui est... nous faisons abstraction des polémiques qu'il peut y avoir, qui ressurgissent à peu près régulièrement, sur les priorités entre Einstein, Poincaré ou autres. Nous nous en tenons au travail scientifique de Poincaré. Alors, donc comme je l'ai dit, soumis le 23 juillet, publié en février 1906, c'est un article d'une soixantaine de pages, très mathématique, qui est d'une lecture difficile. Pas seulement du fait des notations, qui sont des notations en fait cartésiennes, il n'y a pas de formalisme vectoriel. Il y a très peu de phrases en français. Il y a énormément de calculs mathématiques qui s'enchaînent. Il y a de très nombreux retours en arrière. Poincaré ouvre des parenthèses, fait des apartés, revient en arrière, parce qu'il s'adresse en fait essentiellement à messieurs Abraham, Langevin, Lorentz. Donc c'est un petit peu confidentiel parfois. Donc pour le lecteur, c'est difficile de se retrouver un petit peu là-dedans. Et notre objectif donc est à la fois de comprendre cet article et d'en faire une présentation pédagogique. Alors, pour introduire un petit peu les choses, je vais faire un bref rappel historique pour montrer un petit peu le lien qu'il y a eu entre l'avènement de la relativité et puis les problèmes liés à l'éther. Alors, donc, un des premiers aspects, donc on va parler tout de suite de l'éther lumineux, l'éther lumineux de Fresnel, l'éther lumineux qui permet la propagation de la lumière comme une onde transversale. Donc c'est un éther qui est doté de propriétés antagonistes, puisqu'il est infiniment peu dense pour ne pas freiner les planètes sur leur cours, mais il se comporte comme un solide extrêmement rigide pour permettre la propagation d'ondes transverses à une vitesse aussi élevée que celle de la lumière. Donc ce modèle mécanique de l'éther a été abandonné par la suite, mais à l'époque de Fresnel, c'est cette image-là que les gens ont en tête. Alors, l'un des premiers effets où il faut faire des hypothèses sur l'éther, c'est lié à l'effet de l'aberration. Donc vous connaissez cet effet-là, c'est-à-dire que quand on regarde une étoile avec son télescope, l'observateur est entraîné par la Terre, la vitesse de l'observateur se compose avec la vitesse en provenance de la lumière en provenance de l'étoile, et donc la direction dans laquelle on vise l'étoile est un petit peu différente de celle de l'étoile dans l'absence du mouvement de l'observateur. Donc il y a un effet on appelle ça un effet en V sur C. V est la vitesse de l'observateur sur l'orbite terrestre, C la vitesse de la lumière. C'est un effet du premier ordre. Et pour expliquer ça, si on faisait l'hypothèse que l'éther, donc ce milieu qui pénètre tous les pores, était entraîné avec la Terre dans le mouvement de l'orbite terrestre, à ce moment-là, le milieu partagerait le mouvement de l'observateur, et il n'y aurait pas l'effet d'aberration. Pour qu'il y ait l'effet de l'aberration, il faut faire l'hypothèse que l'éther passe librement à travers la Terre, et donc qu'il y a un vent d'éther. Donc ça, c'est un premier point. Ceci dit, l'effet d'aberration, lui, s'explique facilement dans le cadre d'une théorie de l'émission, d'une théorie corpusculaire, puisqu'à ce moment-là, c'est l'analogue d'un train on voit la pluie tomber verticalement par les fenêtres du train au repos. Quand le train est en mouvement, la pluie apparaît inclinée. C'est cet effet-là. Ensuite, les choses se compliquent. Alors, j'ai mis 1818 de tête parce que j'ai pas pris le temps de vérifier, c'est peut-être 1816.
c'est une lettre que Arago, François Arago, envoie à Fresnel. Donc Fresnel et Arago travaillaient ensemble. Fresnel était venu travailler avec Arago à Paris. Et Arago a l'idée d'une expérience qui pourrait permettre de donner des valeurs limites un peu strictes sur les masses des corpuscules. C'est-à-dire dans la théorie dite de l'émission, théorie corpusculaire de la lumière, les couleurs peuvent s'interpréter comme des masses différentes des corpuscules. Ça pourrait être une interprétation que les gens pouvaient avoir à l'époque. Et dans ce cas-là, une expérience à base d'un prisme visant une étoile pourrait montrer que la vitesse de composition est différente à 6 mois d'intervalle, dans un sens et dans l'autre, et donc que le spectre devrait varier, ce qui n'est pas observé. Donc Arago en déduit quelque chose qui est à l'encontre de la théorie corpusculaire, mais il demande à Fresnel de donner une interprétation de cette expérience dite du prisme d'Arago dans le cadre de la théorie ondulatoire. Et là, les choses se compliquent, et Fresnel doit faire l'hypothèse d'un entraînement partiel, cette fois, de l'éther par les corps transparents réfringents en mouvement. Alors, comment se fait cet entraînement? Alors bon, c'est une formule, donc c'est sur n, la vitesse dans le milieu s'il n'était pas entraîné, plus un terme correctif qui dépend de la vitesse d'entraînement, et vous avez un 1 moins 1 sur n2. Alors pour imager un petit peu ce terme-là, on peut l'écrire n2 moins 1 sur n2. Fresnel relie en fait le carré de l'index de réfraction à la densité du milieu, et donc il considère que c'est l'excès de densité par rapport à l'éther qu'il faut prendre en compte. L'excès de densité du corps dont la densité est proportionnelle au carré de réfraction par rapport à l'éther dont l'indice est 1. Donc c'est une sorte de poussée d'Archimède, enfin je dis ça comme ça un peu avec les mains, qui nous fait valoir. Et cette formule d'entraînement partiel de l'éther est vérifiée. Elle est vérifiée expérimentalement par Fizeau en 1851. Et donc par une expérience que je ne vais pas décrire ici, parce que tout ça, ça ferait l'exposé, en fait, ce serait un sujet d'exposé en soi. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc c'est une expérience interférométrique, avec de l'eau qui circule dans des tubes, dans un sens et dans l'autre, et Fizeau vérifie à la précision de ses mesures le déplacement des franges que prédit le mouvement de circulation dans les tubes, de l'ordre de quelques mètres par seconde. Donc ça, c'est un sujet, si vous voulez plus de renseignements là-dessus, vous avez un sujet d'Agreg, épreuve C de 84, qui a d'ailleurs été rédigé par Jean-Pierre et un collègue, qui reprend un petit peu 3 manières de comprendre l'expérience de Fizeau. Ensuite, Lorentz, lui, va donner une interprétation sur la base de la théorie électromagnétique de Maxwell de cette formule de Fresnel et de cette formule d'entraînement, en faisant l'hypothèse que les particules de diélectrique qui constituent le milieu réfringent sont soumises à une force QE plus E vectoriel B, et donc ces particules sont polarisées en fait par l'onde incidente. Et à partir de cette polarisation microscopique, il va pouvoir rendre compte de ce terme-là. Donc là non plus, je ne rentre pas trop dans les détails. Et donc là, on a une interprétation à peu près satisfaisante et plus physique de ce qui se passait. Et sur ce, Michelson, reprenant des idées de Maxwell d'ailleurs, mais les généralisant, propose d'essayer de détecter le vent d'éther dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était une hypothèse nécessaire par rapport à l'effet d'aberration. Donc pour l'instant, on en est dans le cas où c'est satisfaisant pour les corps en mouvement, transparents, pour l'entraînement de l'éther, mais est-ce qu'on met en évidence le vent d'éther qui traverserait la Terre? Donc l'expérience de Michelson est destinée à mettre ce vent d'éther en mouvement. C'est un effet dit en V sur C carré. C'est du 2e ordre. Et donc il mène des expériences en 81 et 87 avec Morley en 87. Et la précision de l'expérience c'est le fameux interféromètre de Michelson que vous connaissez tous. Cette précision est fantastique puisqu'elle est de l'ordre de 1/40e d'interfrange et la différence attendue est de 0,2 interfrange. Donc on devrait détecter l'effet du vent d'éther. Or, on ne détecte rien. Et là, c'est là où on peut dire que le principe de relativité va faire à nouveau son irruption dans la physique. Alors, il y a des prémices, mais donc là, c'est pas du tout lié au principe de relativité lui-même, mais c'est un prémisse qui est important parce qu'on va voir ce qui se passe dans un travail de Lorentz de 1895. Donc il y a deux choses, ça c'est le Versuch, c'est un écrit qu'a donné Lorentz en 1895. Il y en a un deuxième dont je parlerai un petit peu après. Alors ça c'est les états correspondants. Alors les états correspondants, qu'est-ce que c'est?
eh bien on dispose d'un système S0 dont on connaît en fait l'électromagnétisme. Donc c'est-à-dire on a une densité de charge ρ0 volumique avec des charges animées de vitesse V0 qui produisent des champs E0 et B0. Donc là on a l'électromagnétisme du système S0 au repos. Ce système, Lorentz le met en mouvement, c'est-à-dire qu'il effectue un boost sur son système. Il communique à un mouvement de translation uniforme, à la vitesse grand V. Donc ça devient un système S. Donc là j'ai mis... Donc dans ce système S, Lorentz fait la chose suivante. Il considère que c'est le même système auquel on a affaire, donc les charges, densité volumique de charge reste ρ0, les vitesses deviennent V0 plus grand V, puisqu'on a mis le tout en mouvement à la vitesse grand V, et il se demande comment calculer les champs grand E et grand B de ce système S mis en mouvement. Et son idée, c'est est-ce que je ne peux pas me ramener simplement au problème que je sais traiter, c'est-à-dire le cas où le système S0 est au repos. Et pour faire ça, donc son but c'est de ramener l'électromagnétisme de S à celui de S0. Pour faire ça, il va opérer un changement de variable. Un changement de variable, on va le voir non seulement sur les coordonnées, mais aussi sur les champs. Alors, il va dire la chose donc, c'est-à-dire qu'en fait, il se demande comment exprimer les équations d'électromagnétisme en fonction de variables x', y', z', t', et puis de champs E' et B', pour que les lois d'électromagnétisme aient la même forme pour le système en mouvement que pour le système au repos. Et alors, il fait le changement de variable x' égale x moins vt, donc ça c'est un changement naturel, hein. C'est celui qui correspond au boost galiléen. Donc là, il y a rien de spécial. Par contre, il s'aperçoit que ça ne suffit pas, et c'est d'ailleurs, on peut traiter les équations et le voir apparaître, ce terme dans les équations, c'est on remplace les dérivées partielles d sur dx, etc., par d sur dx' et d sur dt', hein, en disant que x est une fonction de x' et de t', etc., et t aussi. Il montre qu'il faut aussi faire t' égale t moins vx. Et ça, je trouve que c'est une très très jolie formule, parce qu'il y a quelque chose de très symétrique là-dedans. Hein, donc c'est v sur c2, hein, je laissais tomber le 1 sur c2 ici. On a fait c égale 1 pour la vitesse de la lumière. Donc il y a une grande symétrie, hein, x' égale x moins vt, mais aussi t' égale t moins vx. Mais il dit que ça ne suffit pas, et il faut dire que les champs se transforment de la manière suivante. Il faut prendre un champ E' qui est égal au champ E qu'on cherche à calculer plus v vectoriel b, et un champ B' égale b moins v vectoriel e. Donc là aussi, on a quelque chose ici. Tout ça, c'est galiléen, et là, c'est les termes nouveaux qui sont introduits par Lorentz, et relativement symétriques. Alors tout ça, c'est valable à l'ordre V sur C. Et avec ça, donc Lorentz réussit à écrire les équations pour le système S dans les coordonnées x', t', de la même manière que pour S0 en fonction de x et t. Et donc en disant que finalement les deux systèmes sont images l'un de l'autre, E' et B' correspondent à E0, B0 qu'il sait calculer pour le système au repos, il en déduit E et B pour le système en mouvement. Donc il y a plusieurs étapes, hein, dans son raisonnement, il n'est pas très simple à voir. Mais pour Lorentz, tout ça, tous ces changements, tout ce changement de variable, c'est quelque chose de formel. C'est-à-dire, ce sont des grandeurs qui n'ont pas de signification physique. Hein, il dit les grandeurs x', t', E' et B' sont de simples grandeurs auxiliaires, dont l'introduction n'est qu'un artifice mathématique, donc ça c'est Lorentz en 1921 qui écrit ça. En particulier, la variable t' ne pourrait-elle être appelée le temps dans le même sens que la variable t. Hein, c'est pour ça que j'ai pris garde à ne pas dire qu'il n'y avait plus de temps absolu pour Lorentz, parce que pour lui, c'est pas le même rôle. Hein, c'est pas un temps physique auquel on peut avoir accès, qui peut faire l'objet d'une convention et qu'on peut mesurer. Il appelle ça le Ortszeit, c'est-à-dire en fait le temps local. Et le premier à donner un sens physique à ce temps local, c'est Poincaré. En 1900, donc dans un article qui est dédié au 25e anniversaire de la thèse de doctorat de Lorentz, Poincaré écrit la chose suivante. Il dit « Je suppose que des observateurs placés en différents points règlent leur montre à l'aide de signaux lumineux, qu'ils cherchent à corriger ces signaux du temps de la transmission, mais qu'ignorant le mouvement de translation dont ils sont animés, et croyant par conséquent que les signaux se transmettent également vite dans les deux sens, ils se bornent à croiser les observations en envoyant un signal de A en B, puis un autre de B en A. Le temps local T' est le temps marqué par les montres ainsi réglé. » Alors, pour expliciter ça, on peut avoir différentes interprétations. La plus simple que nous donnons ici est la suivante. On a un système dont les axes ici représentent des axes de coordonnées liés à ce qu'on va appeler l'éther, par commodité. On a des observateurs A et B solidaires d'une tige qui se déplace à la vitesse L.
Donc là-dedans, il n'y a pas de contraction, hein, on est toujours à l'ordre V sur C, hein. Donc la longueur est invariante. L'horloge A émet un flash lumineux en direction de B à l'instant t égale t'. T' c'est pour le système en mouvement, t c'est pour le système au repos, t égale t' égale 0. Et B va recevoir ce signal. Alors ce qui se passe, c'est que B s'échappe alors que le signal lumineux cherche à rattraper B. Donc le temps t du système lié à l'éther auquel B va recevoir le signal, c'est la distance qui sépare A de B divisé par C moins V, puisque le signal court après B. Si on était dans le sens inverse, ce serait un C plus V. Et ça se fait à quelle position? Ça se fait à la position X qui est égale à L plus le terme VTRB, puisque B s'est déplacé à la vitesse V pendant le temps TRB auquel il reçoit le signal. Donc ça, c'est ce qui se passe dans le référentiel lié à l'éther. Maintenant, B, lui, il n'a pas conscience de son mouvement, puisqu'il n'a pas de moyen de savoir qu'il est en mouvement. Donc il dit, je suis à la distance L de A, A m'a envoyé un signal lumineux qui se déplace à la vitesse C, donc le temps T' que j'ai, c'est L sur C. Et si on fait ça, on exprime L en fonction de T', on reporte dans X, et on utilise T aussi, un système d'équations, on montre simplement que T' c'est T moins Vx sur C2. C'est-à-dire, c'est la formule du temps local de Lorentz. Donc par un raisonnement simple, en quelques lignes, on démontre en fait, par la convention de synchronisation de Poincaré, la formule de temps local de Lorentz. Alors là-dedans, il n'y a pas de contraction, mais il suffit si on l'injecte à la main, hein, on va voir ce que ça donne. Si Poincaré avait fait à cette époque-là L racine de 1 moins V2 sur C2 dans les expressions ici, c'est-à-dire vu du référentiel immobile, hein, mais pas là-dedans, parce que là c'est le référentiel propre, pour parler le langage einsteinien. Donc là, on aurait le terme de contraction qui apparaîtrait, qui serait en facteur ici. Alors, Lorentz s'est conduit à faire une seconde hypothèse, parce que là, ça explique bien les effets en V sur C, mais pour les termes en V2 sur C2, il doit faire l'hypothèse que le bras de l'interféromètre de Michelson se contracte d'une quantité 1,5 de V2 sur C2 dans le sens du mouvement. Donc ça, c'est une hypothèse supplémentaire, en 1895 encore. Et Poincaré dit la chose suivante, il dit que si Lorentz s'en tire, ce n'est qu'en accumulant les hypothèses, faisant l'hypothèse d'un temps local, faisant l'hypothèse qu'il y a une contraction dans le sens du mouvement, et il dit, si à chaque fois qu'on détecte un nouvel effet à l'ordre supérieur, il faut faire une nouvelle hypothèse, on ne va jamais s'en sortir. Donc il nous faudrait une théorie qui permette de rendre compte de tous les effets. Et alors, suite à ces remarques, Lorentz en 1904 obtient un nouveau changement de variable qui, cette fois, laisse les équations de l'électromagnétisme, les équations de Maxwell, invariantes à tous les ordres. Enfin, 3 des 4 équations de Maxwell, je vais revenir là-dessus. Donc, il propose le changement de variable suivant, qui correspond aux transformations de Lorentz, hein, qui sont écrites ici, donc que vous connaissez tous. Mais Lorentz n'a l'invariance que de 3 des 4 équations de Maxwell. Pourquoi? Parce qu'il a plaqué ce changement de variable, qui est le bon changement de variable à faire, hein, il a plaqué ça sur le boost galiléen qu'il avait fait initialement. Et donc il traîne là-dedans des V égale V0 plus grand V et des ρ égale ρ0 qui ne vont pas conduire en fait à ce qu'il ne va pas retomber sur ses pattes à cause de ça. Et celui qui va voir où Lorentz a fait l'erreur et qui va tout de suite y aller dessus, donc c'est Poincaré, dans son article sur la dynamique de l'électron. Donc cet article-là, on va en faire la lecture suivante. C'est un article qui est découpé en 9 chapitres. Et on ne va pas faire une lecture linéaire de cet article-là. Hein, parce qu'il y a des morceaux qui peuvent on va découper des domaines un petit peu à l'intérieur de cet article. Donc on va mettre le chapitre 1 avec le chapitre 5, ce que je vais vous traiter maintenant, sur les transformations de Lorentz et les ondes de Langevin. Donc tout ça, ça va dans le cadre de la transformation de Lorentz et de l'invariance de l'électromagnétisme. Les chapitres 2 sur le principe de moment d'action, 3 sur l'action de transformation de Lorentz en combinaison avec le principe de moment d'action, et 7 avec le mouvement quasi-stationnaire de l'électron, tout ça c'est en lien avec les transformations de Lorentz et la dynamique relativiste. Donc c'est invariance de l'action et dynamique relativiste. Ce qui est fondamental dans le raisonnement de Poincaré tout au long de son article, c'est le postulat de relativité, on va voir, et le principe de moment d'action. C'est là-dessus qu'il fonde son article. Il y a le groupe de Lorentz et les hypothèses sur la gravitation qui vont ensemble dans le cadre de mathématiques, cette fois de groupe et géométrie. Et la contraction des électrons et le mouvement quelconque.
Là, c'est l'hypothèse de la pression de Poincaré sur laquelle on reviendra. Alors, dans l'introduction, Poincaré nous donne le postulat de relativité sous la forme suivante. Il nous dit, à propos de l'expérience de Michelson, il semble que cette impossibilité de mettre en évidence expérimentalement le mouvement absolu de la Terre soit une loi générale de la nature. Nous sommes naturellement portés à admettre cette loi, que nous appellerons postulat de relativité, et à l'admettre sans restriction. Donc il donne un caractère général. Poincaré considère que les postulats, en fait, sont issus de l'expérience, d'une généralisation de l'expérience. Donc c'est en fait une quintessence d'un nombre énorme d'expériences. On peut ériger après ce qu'il y a de commun dans toutes ces expériences en un postulat. Alors, je rappelle ici les équations que Poincaré nous donne tout au début de son article, pour pouvoir nourrir un peu la discussion. Il commence par nous donner les équations de Maxwell, que j'ai écrites ici avec C égale 1, puisque Poincaré nous dit d'emblée, je ferai C égale 1 dans tout ce qui suit. La variance de la vitesse de la lumière, c'est quelque chose d'évident pour lui, puisque lui, il parle des transformations de Lorentz. Donc, il écrit les 4 équations de Maxwell, donc avec les opérateurs divergence rotationnelle que vous connaissez, les opérateurs de dérivation classique d'analyse vectorielle. Il utilise aussi la conservation de la charge, d rho sur dt plus divergence de j égale 0, avec j, qui est la densité de courant, c'est le produit de la densité de charge par la vitesse des particules chargées. Il nous donne la relation qui permet de calculer les champs à partir des potentiels, et dont il se servira, les potentiels scalaires V et vecteur A, B égale rotationnel de A, E égale moins grade V moins T sur dt. Il utilise aussi l'équation de propagation des potentiels, ici écrit dans la jauge de Lorentz. Et il nous donne l'expression de la force volumique qui agit sur une densité de charge. Donc ça, c'est les rappels, en fait. Et il nous dit la chose suivante. Ces équations de Maxwell sont susceptibles d'une transformation remarquable, découverte par Lorentz, et que nous appellerons transformation de Lorentz. Donc là, c'est là où apparaît le nom de transformation de Lorentz, pour la première fois. Et qui doit son intérêt à ce qu'elle explique pourquoi aucune expérience n'est susceptible de nous faire connaître le mouvement absolu de l'univers. Donc là, qu'est-ce qu'elle est en train de faire Poincaré? Il passe du terrain expérimental au terrain, je dirais, un petit peu philosophie générale de la physique, avec un principe qui est le principe de relativité, sur le terrain mathématique, qui est son terrain à lui, en nous disant que les transformations de Lorentz ne sont que la traduction mathématique du principe de relativité. Et à partir de là, il va, c'est ce qu'il nous dit ici, ces équations sont invariantes de transformation de Lorentz, c'est pourquoi on ne peut pas mettre en évidence le mouvement absolu. Et pour lui, mettre en évidence le mouvement absolu, c'était justement impossible du fait du principe de relativité. Donc c'est la traduction mathématique du principe de relativité. Donc il écrit les transformations de Lorentz en faisant intervenir 2 paramètres, qui sont L et epsilon. Donc L, c'est un facteur de dilatation. A priori, Lorentz, c'est une contraction dans le sens du mouvement, pas de dilatation transverse. A priori, on peut faire l'hypothèse d'une dilatation. Lorentz l'avait fait aussi en son temps. Et puis montrer que ce coefficient est égal à 1, ce que fera Poincaré. Et epsilon, c'est V sur C, en fait, c'est-à-dire avec C égale 1, c'est la vitesse. Alors, une première constatation s'impose. Par rapport à ce que faisait Lorentz, il y a un signe plus, déjà, ici, pas un signe moins. Et d'autre part, Poincaré ne va pas changer de référentiel dans ce qui suit. Et alors, ça, c'est un point de notre analyse qui est un point qui semble être original, qui est que les gens ont vu que Poincaré ne changeait pas de référentiel. Et ils lui en ont tenu rigueur en disant Poincaré reste dans l'éther. Il n'a pas compris la relativité einsteinienne parce qu'il ne change pas de référentiel. Mais notre remarque, c'est que Poincaré est mathématicien. Un mathématicien n'a pas besoin de changer de référentiel. Un mathématicien, il a des objets qui sont les transformations, et ces transformations agissent sur le système physique. Et donc, c'est ce que fait Poincaré, et ces transformations-là sont des transformations actives. Donc ça veut dire quoi? On peut prendre une image très simple. Si je suis dans le référentiel ici de la pièce, avec des axes sur les murs, j'ai un objet, je tourne cet objet-là dans la pièce. Là, je fais une transformation active, je fais une rotation de mon objet dans l'espace. Si je prends un point de cet objet-là, je l'ai tourné, il va avoir des coordonnées différentes. Ce point qui avait de coordonnées x, y, z, je le tourne, ça va être x', y', z'. Mais je suis dans le même référentiel. Ces coordonnées x', y', z' sont dans le référentiel que j'utilise. Elles sont simplement différentes de celles du point avant que je le tourne. Poincaré ne laisse pas l'objet invariant, il ne tourne pas les murs. D'une certaine manière, c'est ce que fait Einstein.
Et le problème, c'est que pour comprendre ces transformations actives, c'est facile de les comprendre sur des figures ou dans l'espace à 3 dimensions usuel. Mais là, on est dans un espace à 4 dimensions finalement, parce que les propriétés de ces transformations, c'est d'agir sur un espace-temps. Et donc, ces rotations-là, c'est des rotations dans l'espace-temps. Donc, quand j'agis sur un système physique, en faisant agir sur la transformation de Lorentz, non seulement j'opère quelque chose de spatial, mais j'opère aussi quelque chose de temporel. Donc, je dois modifier, je dois avancer ou reculer ma montre. Donc c'est ça qui est difficile à comprendre du point de vue de l'intuition. Mais Poincaré est mathématicien, donc lui, il travaille sur l'espace qu'il veut, il fait agir les transformations qu'il veut. Ça ne le gêne pas. Alors donc un premier exemple de comment ça se présente. Donc Poincaré corrige Lorentz, ça c'est d'entrée. Hein. Dès le début de son mémoire, il voit tout de suite, hein, il prend ces transformations pour ce qu'elles sont, il va les faire agir et faire des boosts avec ces transformations-là sur les systèmes physiques, et il va en déduire des propriétés. Alors, il considère dans un premier temps une sphère. Il prend une sphère, il aurait pu prendre autre chose, hein, mais il prend une sphère qui est entraînée avec un électron, qui se déplacerait donc cette sphère à la vitesse v, hein, suivant x, y et z. Donc, l'équation de la sphère en mouvement, c'est x moins vt, etc. Il dit que la transformation va changer cette sphère en ellipsoïde. C'est-à-dire qu'il fait l'image de cette sphère par la transformation. Donc, ça revient à quoi? Ça veut dire que là, j'ai des x et des t, je remplace x par son expression en fonction de x' et de t', et t par son expression en fonction de x' et de t' aussi, dans cette équation-là. Donc j'obtiens une équation qui est beaucoup plus complexe, hein, mais qui est l'équation en fait d'un ellipsoïde. Alors pour le voir, c'est plus simple de le voir en disant que je fais une photo, je me place à t' égale constante, donc t' égale 0, et donc là, on voit bien qu'on a un ellipsoïde, contracté dans une direction. Mais Poincaré n'a pas besoin de faire ça, il le fait de manière générale. Donc voilà, si on veut un peu imaginer encore un peu plus les choses, si je prends v égale 0, c'est-à-dire dans cette équation qui est ici, je fais v égale 0. Donc j'ai une sphère qui est immobile. Je fais agir la transformation dessus, donc j'ai fait v égale 0, donc ça, ce terme-là disparaît, il va me rester x' moins epsilon t'. J'ai quoi? J'ai en fait quelque chose qui va être un mouvement à la vitesse epsilon. Donc v égale 0, dans le système de coordonnées xt, je transforme cette sphère, j'obtiens un ellipsoïde qui se déplace à la vitesse epsilon et dont les points en fait sont caractérisés par les coordonnées x' et t'. Donc là vous avez la transformation d'une sphère en un ellipsoïde. Il fera aussi la transformation inverse. Donc là la transformation de Lorentz peut servir à mettre en mouvement ou à ramener au repos. Hein, c'est l'un ou l'autre. À partir de là, Poincaré calcule le volume de l'ellipsoïde par rapport au volume de la sphère. Hein, parce qu'on avait une sphère, pour la transformer en ellipsoïde, le volume de l'ellipsoïde est différent du volume de la sphère. Donc il donne l'expression, a priori, hein, il donne l'expression du volume de l'ellipsoïde ici. Et la charge, pour Poincaré, la charge totale, c'est un invariant par les transformations de Lorentz. C'est un invariant relativiste. Donc la charge, c'est quoi? C'est le produit de la densité de charge par le volume. Donc, les densités de charge vont se transformer en rapport inverse des volumes. Donc là, c'est ce qu'il nous écrit ici. Il a tout de suite la densité ρ' en fonction du facteur de contraction et de la densité ρ et de la vitesse suivant l'axe des x. Donc ça, c'est la bonne loi de transformation relativiste de la densité de charge. Et il l'obtient simplement hein, en 3 lignes. À partir de là, il peut déterminer directement sur sa formule de l'ellipsoïde ou par un calcul en disant que la vitesse c'est dx sur dt et v' c'est dx' sur dt'. Il peut déterminer directement les nouvelles vitesses. Donc la loi de composition relativiste des vitesses, hein, puisqu'on a le v plus epsilon, puisqu'on a mis en mouvement à la vitesse epsilon, mais avec cette fois un quotient ici qui traduit en fait la composition relativiste. Ensuite, il donne l'expression à partir du moment où il a la densité de charge et la vitesse, hein, les nouvelles vitesses, ρ' et v', il en déduit J' qui est ρ' fois v'. Donc il a les courants. Donc il donne les lois de transformation relativistes des courants, des densités de courant. Une fois qu'il a les densités de courant et les densités de charge, il va pouvoir déduire toutes les lois de transformation sur les grandeurs de l'électromagnétisme. Donc, et il nous montre comme ça l'invariance complète de l'électromagnétisme. Donc ce sera mon dernier transparent. Il obtient les potentiels A et V à partir de l'équation de propagation des potentiels.
dans l'ambertien de V égale moins ρ, dans l'ambertien de A égale J. Puisqu'il a les transformations de ρ et de J et les transformations des coordonnées, il en déduit immédiatement les transformations de V' et de A'. Les transformations de V et de A qui notent V' et A'. Les champs se calculent à partir des potentiels, B égale rotationnel de A, etc. Donc il a tout de suite les lois de transformation des champs relativistes. Donc toutes les formules précédentes sont nouvelles par rapport à Lorentz. Poincaré dira je corrige Lorentz dans certains points de détail, etc. C'est une formule de politesse. Tout ce qu'il a fait avant, c'est nouveau par rapport à ce qu'a fait Lorentz. Ce sont des bonnes lois de transformation. Ça, par contre, Lorentz l'avait déjà fait. Et il donne la loi de transformation de la force, puisqu'il a les champs, la force c'est ρ, E plus V vectoriel B, il a la loi de transformation de la force. Aussi bien volumique, que j'ai écrit ici, que par unité de charge, puisqu'il a la loi de transformation de la charge, de densité de charge. Donc Poincaré nous fait encore quelques remarques. Il nous dit que si on a l'équilibre qu'on a l'équilibre qui est réalisé, F égale 0, alors si on fait agir la transformation de Lorentz, on aura aussi F' égale 0. Donc l'équilibre sera une propriété qui est conservée par l'action de transformation de Lorentz. Et il complétera ça en nous disant que pour que l'électron soit stable, il faut faire l'hypothèse qu'il y a non seulement des forces électromagnétiques, mais autre chose, d'autres types de forces, ou des forces de liaison. Donc on reviendra là-dessus à la fin de l'exposé. D'autre part, le facteur L, qui traîne partout dans ces formules-là, et qui sera rendu égal à 1 par Poincaré juste après, permet de faire une analyse dimensionnelle des grandeurs. En posant C égale 1, etc., comme on le fait en mécanique quantique, on peut avoir les constantes fondamentales égales à 1, on voit que un potentiel c'est l'inverse d'une longueur, un champ c'est l'inverse du carré d'une longueur, etc. D'autre part, Poincaré nous recherche les invariants par la transformation de Lorentz, et par rapport à l'électromagnétisme, il nous donne deux invariants qui sont importants, qui sont E2 moins B2 et E scalaire B. Alors, le E scalaire B, ça va jouer un rôle dans le paragraphe 5 sur les ondes de Langevin, qui sont en fait les ondes qu'il appelle de vitesse et d'accélération, données par une charge en mouvement, qui rayonne un champ électromagnétique. Et donc, la conservation, le fait que E scalaire B soit invariant par la transformation de Lorentz, c'est-à-dire qu'il y a conservation de la propriété de transversalité des champs électriques et magnétiques. Donc, une onde électromagnétique plane va se transformer en onde électromagnétique plane par l'action des transformations de Lorentz. Le terme E2 moins B2 est quant à lui extrêmement important dans tout ce qui suit, puisqu'il va permettre à Poincaré de montrer l'invariance de l'action par les transformations relativistes de Lorentz, par la transformation de Lorentz. Donc maintenant, pour résumer, cette partie-là, les transformations qu'utilise Poincaré sont des transformations actives qui agissent sur le système physique, qui mettent en mouvement le système ou qui le mettent en repos, agissant sur l'espace et sur le temps, mais ils restent dans le même référentiel. Ce que je dis ici, Poincaré reste dans son référentiel, il a le droit de le faire, et il note les coordonnées après transformation de Lorentz dans ce même référentiel. Et sa démarche est relativiste, comme en témoignent d'ailleurs toutes les relations qui sont là, et qui sont les bonnes relations relativistes de l'électromagnétisme. Donc maintenant, pour la suite de l'exposé, je passe la parole à Jean-Pierre. Donc l'aspect relativiste, on va le voir encore, parce que là on vient finalement, tout ce qu'on connaît en général, c'est Poincaré a montré l'invariance de l'électromagnétisme, on voit dans quelles conditions et comment il a corrigé Lorentz, en corrigeant Lorentz, qu'effectivement il a en passant démontré l'invariance de l'électromagnétisme. Et on va voir maintenant qu'il va montrer l'invariance, pour l'instant on a fait de la cinématique, disons, on a les formules de la cinématique, on a les formules de l'électromagnétisme, et il va falloir s'attaquer à la dynamique, c'est-à-dire on va voir que Poincaré il a introduit la dynamique relativiste, effectivement. Et puis il y a aussi un problème qui se posait à l'époque, c'est l'électron, comme on vient de le dire, c'est une particule étendue, il y a un problème de sa stabilité, il est clair qu'il y a une pression électrostatique qui est là, présente, et il n'y a pas de stabilité. Est-ce qu'on peut faire une théorie relativiste de la structure de l'électron? C'est ambitieux, et en même temps le résultat sera inexact. Et donc ce mécanisme-là, il a été reproché, la pression de Poincaré, ça a été reproché à Poincaré, et donc on en discutera. Voilà, maintenant on va faire la transition.
Voilà, donc... Bien, alors, donc je vous rappelle un petit peu ce dont on va parler. Donc, on reprend au fond le plan de l'article de Poincaré. Et le deuxième sujet, c'est vraiment l'action. Et l'action, c'est un point qui est pas clair, pas facile. Tout le monde connaît ici certainement les principes de moindre action. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la grandeur action? Il y a personne qui va s'avancer pour dire qu'est-ce que c'est. Mais Poincaré est convaincu que l'action, c'est une grandeur importante. On va le voir tout à l'heure. Ce que je pense personnellement d'ailleurs, c'est que l'action, c'est certainement il n'y a pas que moi qui l'ai dit, hein, mais ça va être la grandeur du XXIe siècle. On va en parler beaucoup, et de plus en plus, on va y avoir des intuitions. Les gens vont vous dire l'action, c'est ça ou autre. Et effectivement, vu que pratiquement toute la physique théorique est bâtie sur l'action, il faudra un moment ou un autre qu'on précise un petit peu les choses, si on veut au moins que ça passe de façon générale. Alors bon, alors on peut, puisque c'est tout chaud ici, on vient de voir que 2 moins B2 est un invariant. On va voir tout à l'heure que l'action, quand j'ai un champ électromagnétique, c'est l'intégrale du champ magnétique au carré moins l'intégrale du champ électrique au carré. Que ça, ce sera l'action. Alors, dès lors, automatiquement, l'action va être... vous pouvez penser à ça, un demi de Li2, c'est comme un demi de MV2, et dire que E2 sur 2, c'est un peu comme une énergie potentielle. Énergie cinétique moins énergie potentielle, ça pourrait être une image pour voir l'action. Et on voit tout de suite l'invariance, parce qu'on vient de voir comment se transforme B2 moins E2, d'autre part D3R dt avec la transformation, c'est un invariant si on fait L égale 1, mais si on fait pas L égale 1, vous prenez le jacobien, vous avez un facteur L4. Donc la première découverte de Poincaré, ça va être ce que je le dis là tout de suite, parce que c'était tout chaud, c'est que l'action va être une grandeur invariante. Donc raison de plus pour laquelle elle est importante. Et si vous avez vu que tout à l'heure, les dimensions des champs et tout ça, ça ressemblait beaucoup à la physique relativiste quantique. C'est-à-dire une masse, c'est l'inverse d'une longueur, etc. Si on Poincaré dit pas ça, hein, si on regarde les dépendances en L. La raison, c'est l'action est invariante. Donc, puisque l'action est invariante, automatiquement, on va retomber là-dessus. C'est comme s'il y avait H bar. Le deuxième sujet dont on va parler, c'est groupe et géométrie. Puis le troisième, ce sera contraction de l'éther, contraction de l'électron. Et enfin, je parlerai quand même un petit peu de l'éther, parce que jamais il est question de l'éther dans l'article de Poincaré, mais tout le monde parle de l'éther à propos de Poincaré. Donc il faut à un moment ou à un autre dire à quel moment peut-être Poincaré a glissé d'une conception de l'éther à une conception mathématique. Et on ouvrira au fond la discussion, puisque on avait dit dans l'introduction, c'est vrai que beaucoup a été dit sur Poincaré et Einstein, il y a énormément de clichés, on va les écrire noir sur blanc, les clichés, de façon qu'au moins on sache que ce soit des clichés, mais en même temps, il faut voir qu'il y a deux visions qui sont différentes, et on pourra ouvrir la discussion sur cette base-là. Donc on va passer à l'action et reprendre Poincaré tel qu'il est dans le paragraphe 2 de son article. Et il nous dit tout de suite que l'action c'est quoi? Vous donnez des conditions initiales, vous donnez des conditions finales, c'est la généralisation à la mécanique du principe de Fermat. Et bien le système, par exemple pour des particules, la trajectoire est telle entre une position initiale et une position finale, est telle que ça extrémalise une certaine grandeur. Bon, cette certaine grandeur, c'est l'action. Et Poincaré est convaincu que c'est vraiment un des grands principes de la physique, au même titre que le principe de Carnot, de Meyer, etc. Il y a plein de... Donc c'est un des grands principes. Alors, avant de commencer ce que fait Poincaré, je rappelle ou je dis, mais ne vous affolez pas si vous ne connaissez pas les formules mathématiques explicites, ce qu'est l'action aujourd'hui quand on traite des particules et en interaction avec un champ électromagnétique. Alors, l'action, elle est composée de trois quantités. L'une, c'est l'action, c'est la matière, tout ce qui concerne la matière. C'est le Lagrangien. C'est Lagrangien, vous connaissez peut-être sous la forme 1/2 de MV2, pour faire simple, quand c'est non relativiste. Il y a un terme qui est le terme de champ électromagnétique. C'est l'intégrale de 2 moins B2. C'est pas B2 moins E2 comme tout à l'heure, mais c'est ça. Et puis il y a un terme d'interaction qui fait intervenir donc les positions des charges et les potentiels vecteurs. Il y a donc trois termes. Et alors ces trois termes, si on fait la variation, si je varie par rapport à A et V, c'est-à-dire par rapport au potentiel vecteur, ça c'est un exercice de Taupin, il y a deux lignes d'ailleurs, c'est pas très compliqué. Vous prenez les deux termes qui sont là, celui-là et celui-là, vous faites une variation, par exemple si vous variez V, vous avez ρ delta V, si vous avez E qui est moins grade de V, ça fait un terme, bon, donc vous avez très vite div 2 égale ρ, ça c'est une affaire de deux lignes. Mais c'est pas l'objet ici. Là, ce qu'il faut simplement retenir là, c'est que si je varie par rapport au potentiel, j'obtiens les équations de Maxwell. Voilà.
Et si je mets la valeur des champs là-dedans, dans l'expression qui est S d'interaction plus S électromagnétique, alors le terme qui est ρV, vous savez en électrostatique que ρV, l'intégrale de NV de ρV, c'est comme l'intégrale d'epsilon 0 et 2 sur 2. Bon, mais ça, si je suis dans l'approximation ARQS, ce que va faire Poincaré. Alors à ce moment-là, effectivement, le S interaction plus S électromagnétique va devenir ce que appelle Poincaré l'action grand S, qui est là en rouge, qui est l'intégrale de B2 moins E2 qu'on a vu tout à l'heure. Bien, et si alors on fait une variation par rapport aux charges, alors vous avez la variation de la partie matière, ça c'est assez classique quand on connaît le formalisme lagrangien, ça pendant longtemps ça a eu comme nom théorème des travaux virtuels, la variation de la partie matière, où la force est reliée à la quantité de mouvement par d sur dt de la quantité de mouvement, ce qu'on sait bien, et la quantité de mouvement dans ce formalisme-là est définie à partir du Lagrangien là-haut par la dérivée dl sur dv. Disons ça, c'est les formules de base de mécanique lagrangienne. Bien, et si on fait la variation de ça, on va pas regarder les détails, si on écrit que ça égale 0, on a les équations du mouvement. Hein. Donc vous avez deux façons de varier, les champs ou les positions, vous avez les équations de Maxwell ou les équations du mouvement. Alors, que connaît Poincaré? Poincaré connaît tout ça, sauf une chose. Sauf une chose très importante, ben, il ne sait pas quelle est la réaction qu'il faut mettre pour les particules. Moi, un demi de MV2, il connaît bien, mais là, on est en train de faire de la relativité. Donc, il ne connaît pas ça. Et il va s'en sortir quand même, et on va voir comment il va s'en sortir. Alors, Poincaré repart avec la quantité grand S dont j'ai parlé. Tout de suite, il tombe sur B2 moins E2, puis il nous dit, il reste à déterminer les forces qui agissent sur les électrons. Autrement dit, on va trouver la formule F égale ρE plus V vectoriellement B. Et donc, il imagine un théorème des travaux virtuels, il dit, voilà, j'ai un élément D3R, cet élément D3R, par la pensée, je vais faire un déplacement de ce déplacement D3R, et je vais mettre ça dans l'intégrale de B2 moins E2, où B et E ont été écrits en fonction des charges. Je ne sais pas si vous voyez la complexité de la chose, mais en tout cas, ça donne effectivement, il écrit donc le théorème des travaux virtuels sous cette forme-là, et il obtient ça, le résultat. 5 pages plus loin, 5 pages de Poincaré, je peux vous assurer que 5 pages de Poincaré, c'est plusieurs heures d'études, hein, parce que Poincaré, tous les calculs sont de tête, vous passez de l'une à l'autre, mais c'est sauvage. Et en tout cas, vous pouvez aussi savoir pourquoi c'est difficile. Il s'agit de faire une variation lagrangienne, pour avoir les forces qui agissent sur les particules. Donc c'est pas une variation eulérienne. Et c'est ça qui est pas trivial. C'est ça qui demande 5 pages à Poincaré. Enfin, le résultat, on a réussi à calculer les forces sans avoir la dynamique lagrangienne des particules, les forces là-dedans. Alors maintenant, on peut comprendre ça quand même très simplement. Comprendre ça très simplement parce que le S total, si je fais delta par rapport aux positions des particules de SEM plus S interaction, comme le delta du S total c'est 0, c'est pareil que faire moins delta sur S matière. Et moins delta sur S matière, c'est le théorème des travaux virtuels. Donc pas étonnant qu'effectivement Poincaré, qui connaissait le théorème des travaux virtuels, s'attendait bien évidemment au bout de son calcul à obtenir ce résultat-là. Alors c'est à ce moment-là qu'il démontre, alors là quasiment on a fini le paragraphe 2, c'est à ce moment-là qu'il démontre au paragraphe 3 que S' égale S, on ne va pas détailler ce paragraphe 3, simplement que c'est un relativiste, et chaque fois qu'il peut montrer qu'une formule est relativiste, il le fait. Et ça fait des coupures dans l'article, c'est assez difficile à suivre. Mais enfin, alors par exemple, qu'est-ce qu'il fait? On a vu que S' égale S, alors faisons le théorème des travaux virtuels pour S et pour S', et puis regardons comment les déplacements delta U' s'expriment en fonction de delta U, ce qui implique la transformation des vitesses. Et alors qu'est-ce qu'il nous trouve? Eh bien, il est très content, il trouve la loi de transformation des forces, qui est celle qu'on avait avant. Bon, alors là c'est un exercice, je sais plus, une page de calcul, etc. Voilà, ça marche. Ça n'apporte rien, mais ça montre que bon, Poincaré il veut traquer le relativisme partout, hein, dans tout ce qu'il fait là. Bien, donc passons maintenant, enfin le point celui que je veux mettre en avant, c'est qu'il a effectivement le Lagrangien relativiste. Et je crois qu'il n'y a pas tellement de gens qui ont vu, qui l'ont vu, mais enfin, qu'il y avait effectivement une démonstration générale de Poincaré de pourquoi le Lagrangien relativiste c'est celui qu'on connaît maintenant sous la forme Lagrangien moins une constante racine de 1 moins V2. Voilà. Et bien, tout le monde dit c'est à travers le modèle de l'électron de Poincaré. Oui, effectivement, ça, dans ce paragraphe-là. Mais dans ce paragraphe-là, il y a une remarque. Et la remarque, c'est la suivante. D'abord, il part d'un électron en mouvement et il le met au repos. Transformation à un boost. Donc là-haut, c'est les transformations de Lorentz. Il faut penser donc que epsilon, c'est moins la vitesse ici.
Et il dit la chose suivante, je sais que l'action S est invariante. Maintenant, si je sais comment dt et dt' sont reliés, je vais avoir L pour un Lagrangien en mouvement en fonction de L' pour un Lagrangien au repos. L', ce sera une constante. Et donc, il prend les formules qui sont là-haut, il exprime T' en fonction de Tx', puisque les variables x', c'est quelque chose qui est au repos, dx' égale 0, et crac, vous avez dt' égale L sur gamma, et ça vous donne le Lagrangien. Donc ça, vous pourriez penser qu'il y a une histoire derrière ça, une histoire de temps propre. Il n'y avait pas du tout, ça c'est une vision einsteinienne, il n'y a pas du tout de temps propre, et on pourra revenir sur des questions de temps propre, voyageurs de Langevin ou des choses comme ça. Ça n'y est pas du tout, il n'y a pas de changement de référentiel. Hein. Mais simplement une transformation très simple hein, qui est faite, qui se fait quasiment de tête, et vous avez le Lagrangien. Alors la grande idée de Poincaré, c'est l'action est invariante. Ça, c'est l'action. Donc l'action, c'est quelque chose de très physique, enfin au moins très physique en ce sens-là que très fondamental. Et effectivement, on a le Lagrangien. Alors si on a le Lagrangien, par le formalisme Lagrangien, évidemment, vous avez la quantité de mouvement, et vous faites dp sur dt, vous avez la loi des forces. Hein, et ça, c'est écrit explicitement hein, dans Poincaré. Ça dit, la loi de force avait déjà été obtenue par Abraham avant. Mais simplement ici, on a eu pour la première fois un argument général sur la façon d'obtenir le Lagrangien relativiste. Et ça c'est dans une remarque de paragraphe 6. Alors Poincaré, il n'a jamais peur des calculs. Qu'est-ce qu'il fait? Il a cette équation-là. Il veut convaincre, d'ailleurs, messieurs Abraham, Lorentz et tout ça, qu'il est en train de faire une théorie relativiste de l'électron. Donc, il dit, bien, voyons, je sais comment se transforment les vitesses. Alors regardons comment se transforme la force. Voilà, alors là, encore des calculs. Et oui, la transformation de la force, c'est celle que j'avais obtenue au paragraphe qui a été exposé précédemment. Et puis, il fait pire, ou mieux, si on veut. Il prend une équation dans laquelle, alors je vais l'avoir écrite tout après, mais à l'époque, on distinguait un petit peu là-dedans les masses longitudinales et puis les masses transversales dans cette expression-là. Alors il nous dit, autrement dit, s'il y a quelqu'un qui a un lecteur qui est allergique au formalisme lagrangien, s'il y en a, il prend une masse longitudinale et une masse transversale qui sont des fonctions quelconques de la vitesse. Et puis, il revient même sur la transformation de Lorentz, il met un petit L qui peut dépendre de la vitesse, là-haut. Et là, il y a encore 2 pages de calcul, et puis il dit à la fin, il voit à la fin que, alors, qu'est-ce qu'il demande? L'invariance de l'équation, toujours, l'invariance de l'équation. Le résultat, je ne pourrais pas vous l'exposer là, tellement c'est embêtant, c'est que L de epsilon égale 1, on va voir que pourquoi aussi il le faut, et puis la quantité de mouvement est celle que l'on attend. Donc, peut-on demander plus? Certainement pas. Bien sûr, il n'y a pas les chocs. Bien sûr, il n'y a pas, comme dans l'article d'Einstein, une particule qui émet des faisceaux lumière, c'est-à-dire des photons, etc. Et on fait un bilan énergétique. Hein. Mais pour ce qui est de la dynamique relativiste, elle est entièrement faite ici. Alors, maintenant, on va laisser l'action de côté pendant un petit instant. Et on va regarder, un petit peu pour se reposer d'une certaine façon, on va regarder les aspects plus géométriques chez Poincaré. Alors tout le monde s'attend effectivement, il y a les aspects géométriques, il n'y a pas de doute, personne ne l'a nié. Personne n'oublie effectivement que Poincaré est un mathématicien. Moi, pour avoir travaillé il y a une trentaine d'années avec les matheux, je sais pas, il y a sûrement des professeurs de maths ici, donc qui connaissent très bien tout ce qui était la réforme de la géométrie il y a une trentaine d'années, mais en liaison avec, historiquement, dans les années 1870, le programme d'Erlangen, c'est-à-dire la découverte à cette époque-là de qu'est-ce que c'était qu'une géométrie. Et une géométrie, c'était un espace, bon, disons l'espace qui est là, avec, et c'est ça le plus important, un groupe de transformation. Et le groupe de transformation agit sur les figures, et qu'est-ce que c'est qu'une propriété invariante? C'est une propriété qui est laissée invariante par le groupe de transformation. Alors, par exemple, si vous pouvez avoir le groupe euclidien, ou le groupe affine, ou le groupe, etc. Et puis, en fait, cette révolution-là, elle est née aussi du fait que il y avait eu la géométrie de Lobachevsky, qui, elle aussi, avait son groupe de symétrie particulier. J'ai noté, j'ai sauté ici, j'ai noté quand même, parce que ça va être, c'est une évidence certainement pour Poincaré, il ne nous le dit pas, mais c'est forcément une évidence, qu'il y a une correspondance tout à fait entre la géométrie et la relativité, espace-temps, et propriété géométrique, loi physique. Et pour lui, c'est une telle évidence que certainement, il ne s'embarrasse pas du tout pour en parler dans son article. Mais c'est présent partout. En ce qui concerne l'importance de la notion de groupe, on le trouve dans la science et l'hypothèse, la valeur de la science. Au fond, Poincaré nous dit même à un moment que
le groupe des rotations, c'est plus important que les coordonnées. Il laisse entendre, même d'une certaine façon, dans des envolées un petit peu, que le groupe, vous le sentez bien, parce que quand vous avez un objet que vous le tournez, vous sentez quelque chose. Et alors, il dit comme ça, de façon imagée. Hein. Donc le groupe, on le sent bien, le groupe. Par contre, les coordonnées, c'est pas évident à définir. Et d'ailleurs, dans la géométrie de Lobachevsky, pendant longtemps, la géométrie de Lobachevsky, on s'est demandé est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Enfin, ça a l'air d'être cohérent et tout ça. Mais les gens ont été vraiment convaincus que c'est une bonne théorie mathématique, que lorsqu'on a eu des modèles euclidiens. Le modèle de Beltrami, le modèle de Klein, il y a les modèles, bon, il y en a plusieurs, il y a le modèle de Poincaré. Et ça explique pour une part la méfiance de Poincaré par rapport aux coordonnées, et par contre la croyance dans le fait que le groupe, il y a tout à travers le groupe. Voilà. Vision, donc méfiance vis-à-vis des coordonnées, donc il s'est mis, on l'a dit dès le départ, il s'est mis dans un système de coordonnées, et puis on regarde les transformations du groupe. Donc ça explique aussi la psychologie de Poincaré. En ce qui concerne bon, les transformations actives et passives, ben, ça a été raconté, donc dit tout à l'heure. Hein. Donc si vous avez l'équation d'une courbe, f de x égale 0, eh bien si vous la faites tourner, les variables s'appellent x', et la nouvelle équation c'est ça, c'est ce qu'a fait tout à l'heure Poincaré quand il a mis en mouvement sa sphère, ça a été expliqué précédemment. Donc voilà, au fond, un petit peu l'aspect groupe, avant de voir le paragraphe 4 qui effectivement porte sur les transformations de Lorentz. Dans ce paragraphe 4, qu'est-ce qu'il nous est dit? Bon, la loi de composition, donc à une dimension. Il y a quelque chose de très remarquable sur l'algèbre de Lie, alors qu'actuellement les physiciens font des multiplications de matrices, tout ça, c'est pas élégant et autres. La méthode des dérivés de Lie, que connaissent les matheux ici, c'est vraiment une façon très très élégante. Et qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre que deux transformations infinitésimales de Lorentz dans les directions x et y, ça fait une rotation. Donc ça c'est bon, c'est chez Poincaré. L'invariant se trouve évidemment chez Poincaré à ce moment-là. Il nous dit aussi que la transformation la plus générale, comment on peut l'obtenir. Et finalement, il revient sur un problème de physique, qui est que jusqu'à le problème suivant, ce qui est que Lorentz lui-même, au départ, avait mis un facteur L qu'on n'a pas mis ici, mais que vous avez vu chez Poincaré. Il y avait un coefficient petit L qu'on a appelé facteur dilatation. Mais à l'époque, Lorentz se demandait est-ce que ce petit L ne pourrait pas dépendre de epsilon, lui aussi. Et donc, Poincaré reprend les transformations avec un L de epsilon, mais lui, il demande le groupe. Autrement dit, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que ces transformations-là soient un sous-groupe du groupe de Lorentz. Donc, il regarde à quelles conditions ça fait un sous-groupe. Il utilise au fond un raisonnement en parallèle a fait aussi Einstein, qui consiste à dire, mais voyons, changeons les axes en leur opposé, ou alors faisons une rotation de 180 degrés comme ça. Si vous faites ça, vous changez x et x' en leurs opposés, ce qui revient à changer le epsilon en moins epsilon. Alors ça veut dire que le facteur de dilatation L de epsilon va être égal à L de moins epsilon. Mais en haut, vous avez aussi la loi de composition des L, qui est ça. Donc L de moins epsilon, c'est la transformation inverse, ça doit aussi être 1 sur L de epsilon. Donc résultat de Poincaré, L égale 1. Et partout, il dira tout au long de son article, les transformations de Lorentz, il faudra qu'il y ait L égale 1 pour que j'ai la propriété de groupe. Sous-entendu, L peut être présent, bien sûr, comme facteur de dilatation, mais pas dépendre de epsilon. C'est ça que ça veut dire. Donc L égale 1, dans son article, ce sera équivalent de théorie avec L différent de 1, ce sera équivalent de théorie non relativiste. Hein, c'est ce qu'on dirait aujourd'hui. Alors évidemment, il ne va pas le dire comme ça d'emblée à messieurs Abraham et Langevin que leurs théories sont fausses, parce que ça ne satisfait pas la loi de groupe. Parce que dites ça à un physicien même aujourd'hui, il va pas croire que c'est un argument. Hein, c'est un truc de matheux. Hein, donc, et par contre, c'est parfaitement, entièrement fondamental et tout à fait relativiste de tenir ce type de propos qui sont ceux de Poincaré. Pour finir sur la géométrie, on vous a dit aussi qu'on allait regarder du côté du paragraphe 9. Paragraphe 9, c'est un paragraphe qui est consacré à la gravitation, dans lequel vous avez un corps qui attire un autre corps, R0, T0, le corps qui est attiré. Alors là-dedans, simplement, je ne vais pas vous expliquer ce que fait Poincaré, mais je vais vous expliquer ce qu'on y voit. On voit très clairement, il nous le dit, que R et T, c'est les composantes, c'est 4 composantes dans l'espace-temps. Le mot espace-temps figure.
il fait des variations aux deux bouts, là, on dirait aujourd'hui du quadrivecteur qui est là, il fait une variation du quadrivecteur qui est là-bas, et puis il dit, j'associe à ça d'ailleurs des points. C'est ce qu'on appelle bipoint, hein, un bipoint ou un vecteur. C'est-à-dire, bon, c'est vraiment, on est en pleine géométrie. Là. Qu'est-ce qu'on trouve chez Poincaré? On trouve les invariants, bien sûr. Alors, par exemple, là, entre l'attraction, le corps qui attire et puis le moment où l'attraction s'effectue, eh bien, il s'est écoulé un temps t et il y a une distance petit r. Ben, il nous dit il faut R2 moins T2 égale 0, ça veut dire que la gravitation se propage à la vitesse de la lumière. Il nous dit il faut T positif, ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait la causalité. Qu'est-ce que fait Poincaré? On voit apparaître là-dedans, parce qu'il va jouer avec ça, hein, on va voir apparaître les quadrivitesses, explicitement, avec leur loi de transformation, les produits scalaires invariants, tout ça. Enfin, je veux dire que tout ce qu'on connaît, tout ce que les gens connaissent sur la relativité actuelle, et tout ce qui est les propriétés des quadrivecteurs, ça je trouve chez Poincaré. Et le but de Poincaré, c'est pas de nous montrer ça, comme le ferait Minkowski, d'une certaine façon. C'est pas de nous montrer ça, c'est de lui de trouver quelque chose, c'est-à-dire de trouver une équation qui généralise la loi de Newton. Alors, il a la quadriforce, hein, la quadriforce actuelle. Il va écrire que la quadriforce, c'est une combinaison des trois quadrivecteurs qui sont là-haut, avec des coefficients qui sont des invariants faits avec les produits scalaires. Et puis, il cherche quelle est l'équation la plus générale, qui se réduise à Newton pour des vitesses non relativistes. Malheureusement, il y en a des dizaines et des dizaines. Et donc, Poincaré, au bout d'un moment, une douzaine de pages de calcul, dizaines de pages de calcul, il nous dit, bah oui, il y en a beaucoup. Autrement dit, je peux faire une théorie relativiste de la gravitation. Maintenant, dire laquelle, je peux pas vous dire. Et peut-être la question se pose est de savoir si elles sont compatibles avec les observations astronomiques. Bon. Cela dit, c'est pas dans cet article-là, mais enfin, on sait que Poincaré, il a quand même fait une mesure, enfin, un calcul du déplacement du périhélie de Mercure, qu'il obtient toujours avec un coefficient à 1/6 qui par rapport à la formule exacte. Hein, autrement dit, on sait que les théories dans un espace plat, ça va pas marcher. Mais Poincaré, il les a faites. Hein. Il les a faites, ça ne marche pas, mais il est allé quand même jusqu'au calcul. Hein. Bien, alors le dernier point qu'on va aborder par rapport à l'article, juste avant de faire rapidement une discussion, c'est le problème de la structure de l'électron. Alors je vous rappelle, en 1905, qu'est-ce qu'il y avait avant? Donc d'un bout à l'autre, on a parlé de l'électron comme une sorte de boule, donc une distribution continue de charge. Abraham déjà avait introduit l'axiome B2 moins E2. Et pour une particule, pour une boule comme ça, lui il avait pris en fait une boule qui, quand elle est mise en mouvement, ne change pas de volume et n'est pas déformée. Et puis, on calcule, c'est pas compliqué, l'intégrale de B2 moins E2, c'est un problème d'électrostatique plus ou moins. Et puis comme ça, on obtient la quantité de mouvement et on obtient les fameuses masses en question en faisant dp sur dt. Et la comparaison se fait immédiatement avec l'expérience de Kaufmann, qui avait donc des électrons accélérés. Mais les expériences de Kaufmann, leur précision, pendant des années, ça n'a pas été terrible pour pouvoir tester dans le détail la théorie. Il y avait aussi Lorentz. La vision de Lorentz, c'est évidemment que l'électron, quand il est en mouvement boosté, il est contracté. Eh bien, on calcule l'énergie. La quantité de mouvement, l'énergie, tout le monde connaît 2 plus B2 sur 2, avec les epsilon, hein, oublié ici, et oublié par Poincaré aussi, hein. Volontairement. E vectoriellement B, c'est l'analogue du vecteur de Poynting, mais c'est aussi une densité de quantité de mouvement. Je l'intègre, j'ai la quantité de mouvement de ma particule. Ma particule, c'est cette distribution de charge. Donc ça, et puis il y a une théorie de Langevin aussi. Et voilà les trois théories sur le marché, là, avant que Poincaré arrive. La théorie de Langevin, c'est un peu Lorentz, mais c'est aussi un peu Abraham, c'est-à-dire le volume est conservé. Il y a des contractions, mais le volume est conservé. Bien, alors que va faire Poincaré. Donc Poincaré, il va reprendre un petit peu les calculs. Il considère un électron en mouvement, en orange ici. Il va faire la transformation pour l'amener au repos. Donc en mouvement, c'est le réel. Au repos, c'est l'électron idéal. Enfin, c'est un vocabulaire. Et puis, comme Lorentz, quand on peut calculer les champs très facilement par les lois de transformation des champs. Et donc, on peut calculer E et B, mais entre autres, on peut calculer l'énergie, l'intégrale de 2 plus B2, la quantité de mouvement, le Lagrangien, tout simplement en fonction des quantités au repos. C'est-à-dire, et au repos, il n'y a pas de champ B', le repos, c'est les variables prime, il n'y a pas de champ B', il y a un champ E', donc tout va s'exprimer en fonction de l'intégrale de prime2 sur 2, c'est-à-dire en fonction de l'énergie électrostatique au repos. Donc, toutes les quantités dépendent de l'énergie électrostatique au repos, qui est appelée ici W'. Et là, surprise, Poincaré s'aperçoit que, eh bien, dans le formalisme lagrangien, il y a une formule qui ne marche pas.
P calculé comme ça, c'est pas dl sur dv. Et moi, quand j'ai vu ça pour la première fois, je me dis ça c'est vraiment une surprise. Je me serais attendu à ce que si je faisais le calcul, ça aurait marché. Bon, alors la mécanique est en défaut. Et en défaut, sauf si le fameux, parce que vous voyez, il y a L qui est traîné partout, petit l est toujours présent, sauf si gamma L3 égale 1, et ça c'est la théorie de Langevin. Autrement dit, il sait que la théorie de Langevin est forcément fausse, parce que ça ne satisfait pas la propriété de groupe, mais néanmoins, il y a qu'elle qui marche, à ce niveau-là. Alors là, on part pour pas mal de formules qu'on ne va pas discuter ici. Hein. Que fait Poincaré? Ça, c'est Poincaré, c'est un matheux. Alors, on va prendre le cas général. Et alors, il sait qu'il y a le problème. Quel est le problème? Il le sait. Il le sait, il le dit pas, mais il le sait. C'est que l'électron, qui est un électron, il n'est pas en équilibre. Il l'a dit au tout début. S'il n'est pas en équilibre, ça ne pourra jamais faire une particule. Il faut, d'une certaine façon ou d'une autre, que le problème de l'équilibre ait été résolu pour que vous puissiez en faire une particule dont vous étudiez la dynamique. Et donc, on va voir si je peux avoir l'équilibre. Alors, donc, il prend un électron réel un peu de forme quelconque, pouvant être epsilon avec un paramètre θ. Il l'amène au repos, il en fait quelque chose qui n'est pas sphérique. Et j'ai mis ici les variables primes, autrement dit R', θ', R', θ', R'. R', c'est une sorte d'échelle de l'électron au repos. θ', c'est sa déformation au repos. Bien sûr, tout le monde sait que l'électron au repos, il doit être sphérique pour les arguments de symétrie. Donc, il va falloir que la théorie donne θ' égale 1. Alors, regardons d'abord qu'est-ce qui se passe si θ', R' sont des variables indépendantes. Vous voulez écrire, et on va se concentrer sur le Lagrangien repos, c'est-à-dire simplement l'énergie. Et l'énergie, c'est a priori un terme en 1 sur R' électrostatique, hein, et un terme qui dépend de la déformation. Hein. Donc concentrez-vous uniquement sur ça. Si θ' et R' sont des variables indépendantes, vous faites D sur dR' de ça fera jamais 0. Ben, ça, c'est la pression électrostatique, le système, il n'est pas stable, ça, il n'y a pas de problème. Alors, comment on peut faire? On peut essayer de relier θ' et R' ensemble par une relation. Alors ça, c'est la deuxième hypothèse, enfin, c'est la première hypothèse de Poincaré. Et manque de chance là-dessus, on retombe encore sur Langevin. Et Poincaré a écrit des lettres à Lorentz en disant « Ah, j'ai un problème, il semble que ce soit la théorie de Langevin qui est juste, et puis il sait dans sa petite tête que, sa grosse tête, que c'est pas vrai, la théorie de Langevin, elle est fausse. » Alors pourquoi on retombe sur la théorie de Langevin? Alors, il y a un argument très très simple. Supposez que vous ayez un système électrostatique de charge de volume fixé. Alors ce système, ça peut être une sphère, hein, ou ça peut être un ellipsoïde. Okay, si je demande à quiconque quelle est l'énergie minimale, vous allez tous me dire une sphère, forcément. Il y a le pouvoir des pointes pour l'ellipsoïde, tout ça, c'est une évidence. Hein. Et donc c'est pour ça qu'on retombe sur le modèle de Langevin. Donc ça ne peut pas marcher. Une contrainte ne peut pas être relativiste de résoudre le problème d'avoir une dynamique lagrangienne relativiste. En passant, Poincaré dit « je veux une dynamique lagrangienne relativiste », il ne le dit pas, il le pense. Puisqu'il dit c'est un problème de ne pas avoir P égale dl sur dv. Donc sous-entendu, il pense aussi que ça va être relativiste. Autrement dit, toute théorie ayant digne de ce nom ne peut être que relativiste. Hypothèse, eh bien il faut rajouter un potentiel supplémentaire. Il faut rajouter des forces supplémentaires, ce qui veut dire en fait un potentiel qui dépend de θ de R, et il va montrer, après deux pages de calcul aussi, que ce potentiel, forcément, c'est proportionnel au volume de l'électron. Et puis plus tard, il va nous dire « Ah ben oui, c'était évident que ça, c'était évident. » Alors ça, c'est Poincaré, évidemment, parce qu'il avait fallu d'abord convaincre Abraham et Lorentz, donc montrer qu'ils avaient peut-être... Langevin, pardon, là, en l'occurrence. Alors l'évidence, c'est ça. Autrement dit, on peut oublier tout le reste et voir comment on résout le problème de la stabilité de l'électron de la façon suivante. On a vu que faisons L égale 1 pour que ce soit relativiste. On a vu que D3R dt, c'est un invariant à ce moment-là. Et donc, vous voulez un Lagrangien, c'est-à-dire avoir que l'action, il y a L dt. Alors, il y a déjà dt en facteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Intégrer sur D3R. Donc, c'est le volume. Autrement dit, si vous ajoutez un potentiel qui est le volume de l'électron, eh bien, vous allez avoir quelque chose de relativiste. Donc, dans l'énergie au repos, on va prendre W', et on va ajouter un terme proportionnel au volume. W', c'est en 1 sur R'. Vous pouvez dériver par rapport à R' à une position d'équilibre. Et ça ne dépend pas du fait que vous ayez pris une particule chargée, un dipôle ou autre. Vous pourriez toujours répondre à la question à l'aide de ce potentiel supplémentaire de Poincaré. Et alors, à ce moment-là, ça vous donne que le nouveau L', dans L', il faut rajouter le terme en A R'2. Quand vous avez écrit l'équilibre, vous trouvez que
Finalement, le AR'Q est relié à C sur R' avec un facteur 1 tiers, et vous tombez sur le 4 tiers de W' qui avait avant, qui avait surpris Poincaré, qui ne marchait pas. Autrement dit, le problème, il est résolu très facilement avec ces deux équations, et c'est terminé. Et il reste l'interprétation que va faire Poincaré. Il nous dit, ben ça, c'est quoi? C'est un terme proportionnel au volume. Donc c'est un terme qui est du genre PV, hein, la pression fois le volume. S'il y a un coefficient devant un volume, c'est la pression. Et ça s'appelle la pression de Poincaré. Donc il nous dit ces forces peuvent être assimilées à une pression, mais attention, une pression négative. L'énergie c'est PV, si vous pensez à moins PdV ou autre, vous allez penser. Mais d'ailleurs, pression négative, vous comprenez, il y avait la pression électrostatique qui était positive, qui faisait exploser le système. Si on veut pas que le système explose, il faut quelque chose de négatif. Bon. Eh ben, ça a été longtemps reproché à Poincaré. Poincaré, il croit que l'éther, c'est l'éther qui fait ça et autres. Il n'y a pas du tout le mot éther chez Poincaré. C'est pas ça. Il y a juste ce terme-là. La seule chose qu'on puisse lui reprocher, c'est de parler de pression. En fait, c'est un problème énergétique, mais c'est pas très grave. Et alors, 70 ans après, donc 70 ans après, ben, je fais référence à un très bon ouvrage d'ailleurs de physique des particules en direction des étudiants de DEA. C'est Chanfray Smadja, enfin bon, c'est pas de la publicité, mais il y a de bons ouvrages dans lesquels on vous explique que le confinement, une façon simple de rendre compte du confinement, c'est-à-dire c'est pas l'explication définitive, mais des quarks, c'est le suivant, c'est de penser, on sait que quand les quarks sont très près les uns des autres, ils se comportent comme des particules libres, on sait qu'à très haute énergie, on les voit comme des particules libres, mais d'un autre côté, au contraire, enfin, si on veut décrire maintenant ces particules libres, on sait qu'un quark tout seul, ça peut pas être fonctionner. Il faut qu'auparavant, dans ce qu'on appelle aujourd'hui, vous avez toujours entendu parler du vide, hein, les physiciens des particules, le vide est plein de choses. Et il faut donc d'une certaine façon faire un trou dans le vide, là-dedans, ce qui va coûter une certaine énergie proportionnelle au volume, et dans ce trou-là, vous allez pouvoir faire une théorie perturbative de la chromodynamique quantique. Voilà, c'est comme ça que quand on lit les articles et autres, qu'on vous explique avec les mains, sinon c'est des longs calculs, et encore le confinement n'est pas encore expliqué. Et donc vous retrouvez la pression de Poincaré. Et il y a dans les années 75, là, vous avez des articles extrêmement sérieux, tout à fait valables, sur une modélisation qui s'appelle la théorie des bags pour paquet, et un bag c'est quoi? C'est un volume dans lequel se trouve un champ. Voilà. Bon, pour Poincaré, il y a simplement une variable R' qui résume la question. Donc voilà pour l'article de Poincaré. Je voudrais terminer, là si j'ai 5 minutes, je vais terminer pour, au fond, après un peu engager la discussion. Donc là, vous avez vu au fond les aspects, l'invariance de l'électromagnétisme, vous avez vu le rôle de l'action, vous avez vu qu'il y a une dynamique lagrangienne, vous avez vu que même il y a une théorie de l'époque, qui après tout n'est pas stupide, pas moins stupide que ce qu'on fait actuellement, disons, une théorie de l'époque du confinement de l'électron, et parce que c'est une théorie relativiste, déjà, là, ce mérite là. D'ailleurs, dans le premier article de 74 qui a été publié sur les bags, l'une des premières choses qui est écrite dans l'annonce là, c'est « et notre théorie est relativiste ». Et donc, et là, c'était ce qu'avait fait Poincaré. Alors donc, on va dire 2 mots sur l'éther sans lire forcément tout ce qui est là. D'abord, c'est un des grands principes. Alors voilà, on va lire le truc de 1895, dans lequel il nous dit, parce que c'est un relativiste convaincu, l'expérience a révélé une foule de faits, et donc c'est ça qui fait les postulats, comme ça a été expliqué, une foule de faits qui peuvent se résumer. Il est impossible de rendre manifeste le mouvement absolu de la matière. Si on s'en tient là et à ce qui est après en jaune, la matière pondérable, on peut faire des vitesses de matière pondérable par rapport à matière pondérable, on va dire ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Ça, c'est vraiment la relativité qu'on connaît. Mais il y a une phrase ambiguë. Impossible de rendre manifeste le mouvement absolu de la matière, ou mieux, le mouvement relatif de la matière par rapport à l'éther. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça veut dire l'éther, il n'est pas pondérable, mais qu'est-ce que ça veut dire la relativité par rapport à l'éther? Et ça, il faut dire que je pense que même Poincaré, c'était pas clair entièrement dans son esprit à ce moment-là. Et ce qu'il nous dit après, en 1904, c'est presque au moment où il va avoir cette idée de l'importance du groupe, il nous dit, si on était capable de mesurer une vitesse par rapport à l'éther, ce principe ne pourrait plus rien nous apprendre, justement, parce qu'il ne craindrait plus aucun démenti. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, l'éther, il serait plus là, on pourrait même plus mesurer une vitesse par rapport à lui. Non, si on pouvait mesurer une vitesse par rapport à lui, ce serait comme si on mesurait la vitesse du son par rapport à l'air. Autrement dit, ça deviendrait un milieu comme un autre. Et si ça deviendrait un milieu comme un autre, le principe de relativité il disparaît. C'est un milieu, et puis on en trouverait peut-être un autre milieu plus subtil, etc.
Et puis, c'est un mathématicien, et il nous dit, mais l'expérience Michelson a montré que ça marche pas, ça. Et cette fois, la physique expérimentale a été plus fidèle au principe que la physique mathématique. Alors là, je trouve que c'est un joli pied de nez d'un théoricien, en disant, bon, les théoriciens, ils ont fait des tas de choses, ils n'y arrivent pas, mais l'expérience met sous le nez des théoriciens que la physique est relativiste. Alors, il va falloir s'en débrouiller si Lorentz s'en est tiré. Alors, tout de suite, Poincaré a vu chez Lorentz que, avec les états correspondants, il y avait déjà une idée de relativité cachée. Puisque les états correspondants, c'était comment changer les variables pour pouvoir résoudre mon problème. Ce qui voulait dire qu'il fallait que les équations soient invariantes pour pouvoir le faire. Et donc, il est parti là-dessus. Il a, à ce moment-là, développé l'idée du temps local. Ça, c'était en 1900. Mais en 1905, il oublie le temps local. Autrement dit, ce que, d'une certaine façon, Einstein a fait, c'est-à-dire continuer le temps local de Poincaré et le mettre en bonne forme, hein, ce qui a été remarquable, le travail d'Einstein. Hein. Mais je n'en parlais pas ici. Eh bien, à ce moment-là, en 1904, Poincaré réalise tout d'un coup que les transformations de Lorentz forment un groupe. Et à ce moment-là, déclic avec la géométrie, si ça forme un groupe, alors la relativité, c'est réglé. Et c'est comme ça qu'on peut après lire tout l'article de Poincaré. Alors des gens ont dit, ah oui, mais Poincaré, il croit l'éther, parce que après, en 1905, il y a encore l'éther. Alors, après 1905. Ah oui, dans des grandes conférences, il y a l'éther. Mais aujourd'hui, quand les gens parlent du vide, des fois on se dit, tiens, le vide c'est l'éther, hein, par beaucoup d'aspects. La seule chose qu'on demande au vide ou à l'éther, c'est surtout qu'on ne puisse pas mesurer une vitesse de quoi que ce soit par rapport à lui. Donc au niveau des mots, les scientifiques, ils ont l'habitude pour s'exprimer d'utiliser des mots un peu courants. Hein. Tout le monde ici parle de chaleur, alors qu'on sait que depuis très longtemps, la chaleur, ça n'existe pas. Hein. Donc il y a l'éther ou la chaleur ou autre. Les gens qui se focalisent en disant « Ah, il a prononcé le mot éther », je veux dire, c'est comme si dès que quelqu'un d'entre vous prononce le mot chaleur, j'ai dit « Il n'a rien compris à la thermodynamique ». Vous voyez, c'est ce qui est évidemment faux. Bien, donc voilà pour régler la question de l'éther. J'ai envie de dire que la propriété principale de l'éther, c'est d'avoir peur des mathématiques, et qu'à part ça, il n'y a pas d'autre propriété. Et pour terminer et engager la discussion, j'ai simplement mis ici, évidemment, ça n'est pas du tout c'est un certain nombre de clichés qui ont été dits et sur Einstein et sur Poincaré. Qui dit cliché dit que c'est pas tout à fait faux non plus. En tout cas, tout ce qui est côté Einstein est parfaitement vrai. Hein. Absolument aucune remise en cause de tout ce qui est mis à côté dans la partie gauche. Tout ce qui est dit à propos de Poincaré, à mon avis, ça a été dit par, je crois, des gens qui n'ont pas vraiment compris parce qu'ils n'ont pas vu la démarche, c'était une démarche à la fois matheux et en même temps correction de Lorentz de Poincaré. Et ça, c'est vrai aussi bien des gens qui ont critiqué Poincaré que de ceux qui l'ont mis tout en haut du piédestal. Hein. C'est-à-dire que je pense que ça n'a pas réellement été compris, donc la question n'est pas du tout là, comme l'a dit Christian au tout début. C'est vraiment une approche qui est une approche tout à fait différente. Et évidemment, tout le monde va s'accorder sur un point. Il y en a un qui est génial, Einstein en tant que physicien, l'autre il est aussi génial mais en tant que mathématicien. Alors là, c'est déjà un premier sujet de discussion. Oui, mais la relativité, c'est de la physique. Alors, quand vous regardez, comme j'ai vu pendant longtemps, ce qu'est la géométrie et ce qu'est la relativité, vous ne voyez pas de différence dans les méthodes de raisonnement. Il n'y a rien. Alors, c'est plus une question de partage de pouvoir, je dirais, entre matheux et physiciens, comme la mécanique, comme bien de choses. Hein, la relativité, c'est l'espace et le temps. Et où sont les concepts les plus asprès de la physique, si ce n'est dans l'espace et dans le temps? Bon, ça, c'est évidemment un point. Donc, on a l'habitude de dire, oui, la relativité, c'est de la physique. Donc, c'est beaucoup plus physique de penser la relativité en termes de changement de référentiel que le penser comme en termes, mettons, de transformation active. En fait, c'est équivalent. C'est plus une habitude des uns et des autres. Je ne me prononce pas d'ailleurs là-dessus. J'ai remarqué que Christian, à un moment donné, a failli faire un lapsus. Et moi, de temps en temps, faire un lapsus en tant que physicien, on a tellement l'habitude de faire des changements de référentiel que de temps en temps, il peut nous arriver de dire un lapsus, on a changé de référentiel, ou x', t', c'est des nouvelles variables. Non, c'est pas les nouvelles variables, c'est les variables du nouveau système. Vous voyez, enfin, des choses comme ça. C'est vraiment un détail, disons. Et au fond, ce qu'on propose aussi comme discussion, c'est qu'au fond, l'article d'Einstein de juin 1905, il arrive après, évidemment, l'article de mars 1905 sur les quanta, qui tue aussi l'éther à sa façon, cet article-là, qui voit des particules donc ponctuelles, hein, ou quasi ponctuelles, qui sont dites. Et ça conditionne forcément la vision d'Einstein en juin 1905, parce que si vous avez des particules ponctuelles,
notamment les quanta, qui vont aller à la vitesse c, que vous savez que c est invariant, vous êtes obligé de faire une relativité des particules. Si vous faites une relativité des particules, vous n'êtes pas en train de faire une relativité du champ électromagnétique. D'ailleurs, dans l'article sur les quanta, le champ électromagnétique, Einstein, il dit ça va pas marcher pour expliquer les processus d'émission et tout ça. Au fond, d'une certaine façon, un cliché supplémentaire que l'on proposerait, ce serait celui de dire, bon, au fond, d'une certaine façon, la relativité d'Einstein, c'est une relativité au départ du discret, c'est-à-dire il faut faire une relativité pour les particules, et donc il est nécessaire de démontrer les transformations de Lorentz dans cette vision-là, puisqu'on ne part pas des équations de Maxwell. On démontre dans un premier temps les transformations de Lorentz, donc avec ces mécanismes de pensée tout à fait géniaux, et puis du coup, on montre que l'espace et le temps, ça dépend du référentiel. Donc là, puisque le référentiel, c'est la donnée la plus importante, et de l'autre côté, la relativité du continu, Poincaré s'occupe plutôt du champ électromagnétique, le discret apparaît quand on assimile une boule à un point matériel. D'une certaine façon, c'est plus compliqué. Einstein qui part tout de suite avec un point matériel qui ne peut pas se contracter, c'est quand même plus propre par la suite pour séparer clairement le problème de la masse comme paramètre du problème de la structure des particules dont on sait qu'on n'a toujours pas résolu ce problème-là. Mais Poincaré s'en sort quand même et a obtenu quand même le Lagrangien relativiste avant Planck et Einstein. Et bien finalement, pourquoi les deux ont marché? Parce qu'on le sait bien, la réalité physique, elle est quantique, d'une certaine façon. L'électromagnétisme, c'est quantique. Et donc, d'une certaine façon, vous faites une théorie des champs classiques, ça va marcher aussi. Une théorie des particules, ça va marcher aussi. Et donc, ces deux approches d'Einstein et de Poincaré, d'une certaine façon, sont complémentaires, si on emploie l'image des visions corpusculaires et ondulatoires. Voilà, je vous remercie. Si j'ai bien compris, en somme, Poincaré faisait jouer un rôle central aux transformations de type active. Oui, oui. Et... oui, elles sont actives. Oui, c'est ça. Mais quand on lit certains articles modernes sur l'analyse des symétries, on voit que les mathématiciens préfèrent plutôt, Louis Michel par exemple, les transformations de type passive. Oui. Alors qu'est-ce qu'il faut en penser? C'est affaire de goût? Non, il faut penser que appeler quelqu'un physicien ou mathématicien, Louis Michel, c'est aussi un grand physicien théoricien, et donc c'est aussi un grand mathématicien. Et Poincaré aussi, à d'autres occasions, a fait des transformations. Donc c'est pas... elles sont valables les unes comme les autres. Autrement dit, tout le monde sait qu'une transformation active définie par un élément G du groupe, c'est équivalent à une transformation passive, G-1 sur le système de coordonnées. Donc c'est suivant, je dirais, pour tout scientifique, c'est suivant le goût, un moment ou un autre, de choisir l'un ou l'autre. Et ça s'est prouvé pour Poincaré d'avoir à corriger Lorentz, c'est notre hypothèse, et donc d'être parti sur les transformations actives. Mais il y a aussi cette idéologie de Poincaré que les coordonnées, on s'en méfie un peu. Et je pense que les deux marchent ensemble pour justifier ça. Donc j'ai pas... Louis Michel peut parfaitement. Et attention, quand on regarde c'est un physicien des particules élémentaires, Bachmann, Louis Michel, PG, etc. Louis Michel, comme tous les physiciens des particules, il y a aussi dans les particules des transformations actives. Les boosts actifs, vous les trouvez maintenant de plus en plus dans les bouquins de physique des particules. Mais on les trouve un boost actif sur la quantité de mouvement, l'énergie. Ça pose un problème à personne que je pars d'une particule au repos, j'ai une particule qui a une quantité de mouvement. Ça pose un problème à personne. Mais si je vous dis, il y a quelque chose qui se produit en xt, et puis je le booste et ça se produit en x', t', vous allez me dire, ah, ça va pas, là, vous êtes en train de faire quelque chose de terriblement abstrait. Non, non, c'est bien mieux de dire, j'ai changé de référentiel. Ouais. Donc le boost, c'est psychologique. Oui, je voudrais poser une question sur le caractère historique. Là. Vous avez parlé d'un article d'une conférence à Palerme. C'était
quelque chose de connu, parce que j'avais jamais entendu parler de... Alors, donc l'article publié donc en 1906, c'est l'article complet, celui dont on a fait le... Bon. Mais les résultats ont été donnés en juin. Je laisse les dates précises. Bon, s'agissant de l'article lui-même qu'on a analysé ici, donc c'est dans les Rendiconti des Circolo Mathematico de Palerme. Par contre, les résultats essentiels de l'article, enfin concernant la transformation de la densité de charge, par exemple, l'invariance des équations de l'électromagnétisme, figure dans une annonce, un résumé de cet article, de 4 pages, très court, que Poincaré avait fait le 5 juin à l'Académie des sciences. Et tout ça, ça a été écrit en français ou en... Oui. Enfin, dans les Rendiconti, je sais... je pense. Il est en français aussi. Je pense. Il a écrit 4 ou 5 articles déjà avant. C'est connu, enfin, moi je ne le connaissais pas, mais je l'ai appris, c'était une grande revue mathématique financée, qui était très financée. Et Poincaré avait déjà écrit plusieurs articles mathématiques dans cette revue. Oui, parce que au niveau de la reconnaissance de Poincaré qui revient périodiquement, est-ce qu'on n'a pas aussi l'influence déjà dans ces années 1906 disons des tensions entre les écoles germaniques, autrichiennes et les écoles françaises Nous, on n'a pas du tout analysé ce point-là, quoi. C'est possible, mais disons que c'est déjà suffisamment compliqué de se concentrer sur l'article lui-même de Poincaré. Si on doit faire intervenir des choses sociologiques ou politiques, nous, on a considéré qu'on s'en sortait pas, quoi. Maintenant, on peut se demander pourquoi l'article de Poincaré, finalement, n'a pas eu de suite, quelque part. Ça, on n'en sait rien. Moi, j'en sais rien. Disons qu'il y a au moins une bonne raison, c'est que c'est un article très difficile à lire. Ça déjà, ça suffit d'une certaine façon. Et puis l'autre raison, c'est que dans l'idéologie des physiciens, moi y compris, dans l'idéologie des physiciens, ça n'est pas la façon de voir. Et on reconnaît pas, à première vue, on reconnaît pas la relativité là-dedans. Ouais. Donc, bon, évidemment, on discutait hier avec Darrigol, on peut aussi se demander que Langevin, qui avait été élève de Poincaré, il est dit dans la bibliographie de Langevin qu'il était admirateur de Poincaré, mais on sait que Langevin, bon, a bien vu le lien avec la géométrie plus tard, des dizaines d'années plus tard. Bon, mais il a pris un parti qui était le parti des physiciens, enfin, je veux dire, ce qui était le parti des changements de référentiel. Alors, une chose dans l'autre, Poincaré n'a jamais pu écrire autre chose là-dessus. Il faut dire que vérifier la relativité restreinte, bon, il faut les accélérateurs. Par contre, la grande découverte de la relativité, c'était la relativité générale, avant, finalement, qu'on mette en application sur les muons ou autres, les jumeaux de Langevin, par exemple. Alors, je pense qu'il y a plein de raisons pour lesquelles, effectivement, Poincaré tombe dans l'oubli. Cela dit, je crois que tous les gens, tout à fait honnêtes, reconnaîtront que s'il y avait eu un prix Nobel à l'époque, il y aurait eu Lorentz, Poincaré et Einstein, quoi. Puis il se trouve aussi que Poincaré est mort en 1912, et que là, la relativité, elle n'a pas encore démarré. Est-ce qu'ensuite, quand Hilbert va avec Einstein travailler sur la partie relativité générale, on ne peut pas soupçonner Hilbert de ne pas comprendre les articles de Poincaré, il était largement à la mesure de le faire. Est-ce qu'on trouve dans leurs écrits des allusions à cet article? Alors, je ne connais pas du tout. Non, je sais, les travaux de Hilbert et d'Einstein un peu en parallèle pendant un moment. Il faudrait revoir aussi les interactions de Poincaré avec l'école Klein, donc l'école de Göttingen. Oui. Et là aussi, nous n'avons pas d'éléments. Notre travail a été un travail extrêmement concentré, ne pas être troublé par tout ce qui peut être en dehors de ce qu'on voit noir sur blanc dans l'article. Je crois que bon, il y a des livres. Oui, sur les rapports Hilbert-Einstein, il y a deux points de vue diamétralement opposés, qui sont ceux défendus par exemple par Jean Eisenstedt ou celui de Jean-Paul Offray. Donc, vous pouvez... mais là, par rapport à Poincaré, j'ai
j'ai jamais vu quelqu'un parler du rapport entre Hilbert et Poincaré. C'est notamment dans le livre de Eisenstedt. Oui, parce que récemment, il y avait une on ne fait conférence. jamais mention de cet article de Poincaré, alors que vous avez bien montré qu'il y avait là-dedans des notions qui finalement sont. Mais ça c'est, je pense que c'est héritier d'une tradition, d'une certaine tradition. Je ne sais pas si elle est française, non pas forcément, parce qu'il y a des articles anglo-saxons dans cette connotation aussi. Vous avez par ailleurs un très bon ouvrage, qui est celui de Marie-Antoinette Tonnelat, sur le principe de relativité, un ouvrage qui fait 500 pages. Sur ces 500 pages, il y a 6 pages consacrées à Poincaré, et les 3 premières lignes de l'ouvrage commencent par « Einstein n'a jamais lu Poincaré », ce qui n'a rien à voir avec le sujet en soi. Et je pense que tout a toujours été biaisé par une espèce de rapport qui peut y avoir, de situer Einstein par rapport à Poincaré ou autre, et que du coup, il y a eu une occultation à plusieurs titres, quoi, mais sans qu'on puisse vraiment la cerner, quoi. Et on retrouve ce genre de choses-là, je pense également chez Eisenstedt, par certains aspects. Où les gens disent oui, mais les histoires de la science ont montré que il y a des gens qui disent Poincaré on peut lire texto, Poincaré n'a rien compris à la relativité. Moi, la première fois que j'ai lu ces phrases-là, je me suis dit ça n'engage que leur auteur. Enfin, je parle pas d'Eisenstedt, je parle de gens comme Abraham Pais, quand il fait sa biographie d'Einstein, il dit texto, Poincaré lui n'a pas compris la relativité. À mon avis, ce sont des phrases qui engagent que leurs auteurs et qui montrent que les auteurs n'ont pas compris Poincaré.